Alors, t'en es où? À 35 semaines d'aménorrhée. Il y a pas longtemps, on a parlé des préparations à l'accouchement qui arrivent vers le 6e mois de grossesse et qui courent jusqu'à la quasi toute fin, jusque 3 semaines avant peut-être la fin. Mais il n'y a pas que ça qui se passe à la toute fin. Tu as traversé ton 3e trimestre, on est presque fini le 3e trimestre. Et depuis, tu as eu l'occasion de faire notamment ta 3e écho. Est-ce que tu nous parlerais un peu de ta 3e écho? Donc là, pour que les gens se situent, je suis à peu près à 1 mois de mon terme, un peu au moment où l'écho a lieu, c'est à 1 mois et demi avant le terme. À ce moment-là, on vérifie que tout aille bien, et notamment que bébé ait la tête en bas. Condition sine qua non pour pouvoir accoucher en maison de naissance. Éventuellement, si à ce moment-là, le bébé n'a pas la tête en bas, il y a un délai, je crois que c'est 2 semaines, Il me semble, ouais, pour que bébé puisse se retourner de façon spontanée ou avec une aide quelconque, que ce soit de l'acupuncture, que ce soit des versions, peu importe en fait le choix qu'on fait. Et il y a une deuxième écho qui est proposée pour pouvoir vérifier et valider du coup le fait qu'on puisse accoucher en maison de naissance. En fait, dans tous les cas, il faut que ce soit validé avant 37 semaines, vu qu'à 37 semaines, c'est le moment où le dossier est validé par toute l'équipe de sage-femme de la maison de naissance en disant « Ok, c'est bon, tous les critères sont ouverts. À partir de aujourd'hui, tu peux accoucher n'importe quand jusqu'à J plus X selon la maison de naissance, dans la maison de naissance. » Oui, sachant que l'écho de contrôle a eu lieu à peu près 2 ou 3 semaines après, et après ça, il est acté que si le bébé n'est pas dans le bon sens, le dossier est transféré à la maternité. Il y a encore possibilité que le bébé se retourne après cet écho de contrôle, mais c'est du ressort du coup de l'hôpital une fois que c'est passé, et il y a de moins en moins de chances qu'il se retourne, puisqu'il y a de moins en moins de place aussi. C'est pour ça qu'il y a cette date qui est donnée un peu pseudo-arbitraire, puisqu'il y a cette justification quand même derrière. Le bébé peut toujours se retourner, mais le dossier sera transféré quoi qu'il en soit, et donc on peut toujours envisager un accouchement physiologique avec un bébé tête en bas et non en siège à l'hôpital aussi, quoi. Tout à fait. J'aimerais ajouter 2 choses. C'est la première, même si c'est réorienté, c'est pas forcément la maternité partenaire, vu qu'il est encore assez tôt. On peut faire une maternité de proximité ou une mater physio qui nous plairait plus ou nous inspirerait plus, vu qu'il reste plus d'1 mois encore avant le terme. Il y a des gens, ils font une double inscription mater. Une à la maternité partenaire et une à une maternité de proximité ou de cœur. Ça, faut se le dire aussi, donc ça peut être chouette façon de parler. Et aussi ce qu'une des sages-femmes nous avait dit lors d'une interview, comme tu le dis, les probabilités sont minces que le bébé se retourne du fait de la place, mais c'est pas impossible. Et le deuxième argument qui fait que à cet écho de contrôle, si le bébé est toujours en siège, c'est aussi pour que le couple, la femme, puisse aussi faire le deuil et le chemin de s'approprier ce nouveau projet de naissance aussi. Parce que faire les allers-retours psychologiques de « Ah ben un coup je peux pas », jusqu'au terme, c'est probablement plus anxiogène et moins productif que si en fait on se dit « Ok, là on va accepter le truc, on est toujours accompagné par nos sages-femmes de la maison de naissance, elles seront là notre postpartum, mais là tout de suite, il faut qu'on s'approprie une nouvelle équipe, qu'on s'approprie un nouveau lieu. » Et moi j'avais trouvé ça très pertinent, la façon qu'elle a vu de nous le partager. Oui, c'est important cette visualisation du nouveau lieu, quoi, pour pouvoir se projeter et s'approprier, comme tu dis, le projet. Oui, c'est ça. Pouvoir envisager que ça puisse avoir lieu là-bas de manière plus ou moins physiologique selon ce qui est proposé, selon ce qu'on a envie et selon aussi ce que vit bébé à ce moment-là, quoi. Une fois qu'on a observé si bébé est en siège ou pas, donc indépendamment de ça, parce qu'il peut être en très bonne santé, mais du coup, après, il faut faire justement tous les examens de contrôle. Comment il va, donc on va contrôler son cœur, tous les échanges, dans le cordon, au niveau de la vessie, de l'estomac, des poumons et du cœur en tout cas, de si les flux se font bien, vérifier une dernière fois le sexe au cas où, si on peut voir son visage et tout, nous c'était chouette, on a bien vu son profil. Et pour finir, c'est la dernière fois où on peut encore à peu près mesurer le fémur. Et en fait, c'est à partir d'un calcul qui est fait sur la longueur du fémur et aussi, je sais plus quels autres périmètres, je sais plus si c'est abdominaux, crânien ou quoi. Ils font un calcul qu'on a une idée du poids estimé. De toute façon, les courbes, elles sont tellement larges que les variations sont possibles. Pourquoi je précise ça? Parce que du coup, quand pour ma deuxième, il avait fallu faire l'écho le jour J, vu que j'avais pas encore commencé à contracter. À ce moment-là, et t'étais là, l'échographe elle dit, je vais vous estimer un poids, mais là, en fait, je ne peux pas mesurer l'entièreté du fémur. Donc, du coup, il y a une marge d'erreur de 500 grammes, plus ou moins. Donc, c'est vraiment la dernière fois qu'on a une estimation du poids de naissance, mais qui, encore une fois, à quelques centaines de grammes près, on peut toujours avoir une variation, surtout si le bébé naît un peu plus tôt, un peu plus tard. Ça va beaucoup varier parce qu'en fait, c'est sur ces dernières semaines que le bébé prend le maximum de poids. Moi, elle a regardé du coup si le placenta était pas descendu, vérifier aussi toujours la longueur de mon col et tout.
Parce qu'en fait, on peut avoir un col qui commence à s'effacer ou on peut avoir un début de dilatation. C'est le corps qui travaille, mais ça veut pas du tout dire que l'accouchement est imminent. Est-ce que c'était une demande de ta part de vérifier le col ou est-ce que c'est protocolaire chez cette échographe? C'était pas une demande de ma part. Moi, j'avais demandé à l'écho T2 parce que j'avais expliqué dans un précédent épisode du journal que c'était quelque chose qui me rassurait en vue des voyages de l'été, etc. Là, c'était pas une demande de ma part, mais elle m'a dit qu'elle aimerait bien, vu que c'est mon 3e enfant, que du coup j'ai pris un certain poids, etc. J'ai dit ok. J'ai pas souvenir qu'elle me l'avait proposé pour les 2 précédentes, sans doute parce qu'il y avait moins justement de symptômes associés ou quoi. Oui, c'est pour ça que je te demandais, parce que moi, par exemple, j'en ai pas eu, et du coup, je voulais préciser que c'est pas systématique non plus. Oui, en effet. Mais même moi, tu vois, avec la même gynécologue, ça a été une proposition. Je pense que si je lui avais dit que je voulais pas, elle aurait été peut-être ok, tu vois. Ouais. En fait, ça s'est fait assez naturellement dans l'échange, donc je peux pas l'affirmer. Mais c'est pas quelque chose qui m'a été fait à chaque fois. Ouais. Maintenant que tu avais fait les côtés 3 et que tu savais que ton bébé était dans le bon sens, c'est pas le seul rendez-vous qu'on a au 3e trimestre en dehors des préparations. Est-ce que tu nous parlerais des autres rendez-vous que tu as pu avoir? Alors, dans le cadre d'une maison de naissance, faut savoir qu'il y a 2 rendez-vous qui sont demandés, légalement non obligatoires, mais très fortement recommandés, surtout dans le cadre, en fait, d'un accouchement en maison de naissance où ça permet aussi de pouvoir avoir un transfert fait dans les meilleures conditions, si jamais il y a une nécessité de transfert, évidemment. Le premier, c'est un rendez-vous administratif pour une inscription à la maternité partenaire. Ce qui fait qu'en fait, ils connaissent déjà tout le profil. S'il y a besoin, justement, de faire une transfusion, ils connaissent le groupe sanguin. S'il y a des antécédents de grossesse, d'IVG, de ceci, de cela, en fait, au moins, ils ont tout le profil. Ouais, des donc ça, c'est pas mal. aux médicaments, ce genre de choses. Exactement. Il y a de la prévention, on va dire, qui va être faite. Après, on y adhère pas, ça c'est autre chose. Ça permet de rencontrer malgré tout au moins 1 ou 2 sages-femmes de l'équipe. Et d'aller dans les lieux. Parce que pour le coup, c'est pas à l'accueil de l'hôpital, ça se fait vraiment dans la sphère maternité. C'est aussi l'occasion, si on le souhaite, de partager le projet de naissance. C'est ce que tu disais dans un des épisodes précédents du journal de grossesse. À la maison de naissance, notre suivi et tout notre accompagnement global, c'est notre projet. Tu avais dit que toi, tu l'avais proposé. Pour ma première fille, ce rendez-vous n'était pas encore de mise, en tout cas à la maison de naissance de Castres. Pour ma 2e fille, c'était le cas et j'ai pas eu idée de donner mon projet de naissance. Moi, je l'avais juste glissé dans ma pochette en cas de transfert. Et là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai glissé dans ma pochette en cas de transfert le papier et j'en ai donné une copie, du coup, à la sage-femme lors de ce rendez-vous. Okay. Qui l'a lu, qui m'a dit ça a l'air d'être absolument ok tout ce que vous avez demandé. Moi je vois rien en tout cas qui me dérange ou qui me paraît impossible, mis à part évidemment si on est sur du code rouge d'extrême urgence, on va pas débattre de ça, mais sinon elle dit tout ce que vous écrivez ça me paraît tout à fait accessible et ok pour notre équipe. Elle l'a dit je le mets dans la pochette, je le referai lire par l'équipe et puis voilà. Bon c'est un rendez-vous administratif quoi. Est-ce que tu as eu l'occasion de visiter la maternité à ce moment-là ou pas forcément? Alors j'en ai pas du tout eu la demande. Je pense que si j'avais posé la question, si j'avais dit je veux faire un tour, il y a moyen qu'elle m'aurait dit oui. Elle m'a laissé l'espace de pouvoir poser des questions à plusieurs reprises. Elle avait pas l'air pressée de faire le dossier. Alors je pense que c'est peut-être humain dépendant, c'est peut-être aussi est-ce qu'il y a des accouchements ou pas en cours à ce moment-là, tu vois. Je ne sais pas trop. Mais je pense que dans tous les cas, c'est envisageable qu'elle fasse faire un tour. Si tout n'est pas occupé et qu'il y a possibilité, je pense que c'est absolument envisageable. Ça me paraissait pas impossible en tout cas comme requête. C'est juste que moi, j'ai pas ressenti le besoin de le demander. Et du coup, il y a un 3e rendez-vous qui est de mise au 3e trimestre, qui est celui avec l'anesthésiste. Parce que quand bien même ton choix est un choix d'accouchement physiologique et donc sans péridurale, surtout à la maison de naissance où de toute façon, de fait, c'est un parcours sans péridurale, il est nécessaire de faire ce rendez-vous anesthésiste pour avoir notamment ton profil et puis pour avoir une rencontre aussi avec les professionnels qui sont concernés. Est-ce que tu nous raconterais ce rendez-vous? C'est encore un rendez-vous administratif où tout simplement on prend rendez-vous avec l'équipe anesthésiste de l'hôpital et où comme tu dis en fait là pour le coup c'est vraiment il n'y a pas d'histoire de projet d'accouchement pas d'accouchement. Enfin évidemment ils savent qu'on accouche à la maison de naissance et donc ils connaissent l'idée qu'on veut accoucher de manière physiologique, mais c'est pas de ça dont on parle. Là c'est purement un rendez-vous factuel. Qu'est-ce que notre corps a déjà vécu ou pas? Est-ce qu'on a déjà eu des anesthésies générales? Quel type d'intervention on a eu? Est-ce qu'on a de la prise de médicaments? Fumeur ou pas? Voilà, c'est ça. Notre circulation sanguine, tout ce genre de choses. Parce que ce soit pour une péridurale à la demande de la patiente ou que ce soit parce que y a une urgence vitale, il faut que il puisse être au maximum réactif et administrer les bonnes choses en bonne quantité en fonction de notre profil pour que ce soit le plus efficace et le plus, le moins délétère en tout cas. Plus sécuritaire finalement.
C'est ça, le plus sécuritaire, exactement. Là, ça a été assez rapide la fois d'avant aussi, mais j'étais tombée sur un anesthésiste qui avait été particulièrement, je trouvais, patient et à l'écoute lors de ma première grossesse. Donc il me prend mon profil et il me dit: est-ce que vous avez des questions? En général, je pense, mais moi en tout cas pour les 3 fois on me l'a fait, c'est vérifier au niveau des vertèbres l'endroit où du coup il piquerait. Et en fait au moment où il fait ça, je suis quelqu'un qui m'était jamais renseigné sur rien, et donc je lui dis bah voilà, ça ressemble à quoi une seringue de péridurale, dans quelles conditions ça se pose, est-ce qu'il faut être assis, contraction, pas contraction, etc. Là ça me paraît une évidence tellement je l'ai entendu. J'ai l'impression de me dire mais c'est fou qu'on puisse poser cette question, mais il y a 4 ans et demi en arrière, je le savais pas. Et il m'a répondu avec une douceur et j'allais dire une qualité d'efficacité. Vraiment, c'était très simple dans ce qu'il me disait et c'était très clair. Il n'y avait pas d'hésitation, il n'y avait pas de jugement dans son timbre de voix et tout. J'ai trouvé que j'étais chanceuse. Parce qu'on m'avait dit des fois, ça peut être un peu rude les rendez-vous à naissance quand on a un suivi maison de naissance où du coup on est face à quelque chose d'un peu, tu sais, très médical, très protocolaire, alors que c'est pas la douceur avec laquelle on est accueilli, tu vois, par les sages-femmes. Et en vrai, je m'étais dit, waouh, mais trop cool. Il était super sympa. Et il m'a dit, est-ce que ça vous intéresse aussi de savoir les degrés d'urgence quand il y a un transfert? Est-ce que vous voulez savoir ou pas? Et j'ai trouvé ça cool aussi qu'il me demande, est-ce que je voulais ou pas le savoir? Parce qu'il aurait pu m'imposer d'entendre des choses que j'avais pas envie d'entendre. Je lui ai dit oui. Et donc là, il m'a expliqué ce que c'était du coup un transfert tranquille à pied, un transfert code orange, un transfert code rouge, qu'est-ce que ça voulait dire ou pas, quelles étaient un peu les grandes statistiques. Et en fait, ça avait été ultra rassurant. Parce que je me suis rendu compte que les probabilités que ça puisse finir en code rouge étaient assez faibles, vu mon profil en tout cas. Moi, j'étais sortie plutôt rassurée et avec des infos plutôt utiles, tu vois, de ce rendez-vous. Donc je pense qu'il faut pas hésiter aussi à poser des questions si on en a. Ouais. Même à ce rendez-vous, qui paraît très froid en fait. Et après, comme tu disais, je pense que c'est les 2 versants auxquels il faut se préparer. Alors, se préparer, je sais pas si c'est le bon terme, mais le versant, comme tu dis, à la fois tout à fait positif et accueillant, et à la fois les anesthésistes qui finalement présentent le cadre de leur métier. Donc en fait, la péridurale, Oui. c'est leur quotidien, et donc une façon aussi d'aborder notre projet qui n'est pas toujours, comme je disais, très bien accueilli, ou en tout cas avoir une tendance aussi à avoir des propos peut-être auxquels on n'est pas prêt. Donc je pense que c'est aussi quelque chose auquel il faut se préparer, sans pour autant avoir très peur. Moi, le tips qu'on m'avait donné à l'époque, c'était potentiellement de ne pas faire ce rendez-vous seul, si c'était une angoisse que j'avais, parce que c'est toujours plus simple de réceptionner ça quand on est accompagné de quelqu'un qu'on aime et en qui on a confiance. Et après, moi comme toi, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit super, je suis très contente que la maison de naissance existe, j'espère ne pas vous revoir, bonne rencontre, et puis voilà quoi. Et du coup, j'avais été agréablement surprise parce que on entend de tout quoi. C'est important de savoir que tout existe quoi. Oui, tout à fait. Dans ce contexte-là quoi. Je trouve que c'est une dualité qu'on entend beaucoup sur ce rendez-vous anesthésiste. Et je trouve que néanmoins, il est intéressant d'y aller. C'est mon point de vue, hein, parce que si jamais il y a une urgence, ce qu'on souhaite à personne, tu vois, ça évite les éventuelles questions ou remarques au moment du transfert. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a 2 choses. Il y a déjà, c'est un rendez-vous qui a une tendance à être assez court. J'ai pas l'impression, sauf si on a beaucoup de questions. En général, on attend plus dans la salle d'attente. Ouais, c'est ça. On répond à toutes les questions, donc c'est finalement assez court. Ouais. Et après, la deuxième chose, comme tu dis, en cas de transfert, meilleur est le lien entre toutes les équipes, mieux est accueilli aussi notre projet, et du coup, c'est important de faire lien entre toutes ces équipes aussi, et d'admettre que ça reste une possibilité que d'être transféré, même si c'est pas notre projet de base, c'est une possibilité. C'est ça. Du coup, t'as presque fini tous tes rendez-vous de dernier trimestre, que ça soit l'autonomie ou la préparation à l'accouchement. Bien sûr, c'est des choses qui reviennent après la naissance de l'enfant, que ce soit les rendez-vous avec tes sages-femmes ou les rendez-vous autonomie. Il reste quelques rendez-vous autonomie en postpartum aussi. Oui. Nous aussi, on est sur la fin de ces enregistrements. Tout bientôt, on va arrêter aussi, on va clôturer, mais il nous reste quelques points importants, et notamment ce dernier sprint final avant l'accouchement. Et on parlera de tout ça la prochaine fois. Tout à fait. Il reste 2 rendez-vous d'autonomie, dont un demain. Et puis après, il y aura le dernier rendez-vous et la dernière consulte à 37 semaines pour valider l'officialisation. Le droit d'accoucher en maison de naissance 24/7 jusqu'à mon terme et quelques jours au-delà. Et on reparlera de tout ça et de tout ce qu'on fait à ce moment-là quand on n'a plus rien dans l'agenda. Plus rien. J'y crois peu. À la prochaine alors. À la prochaine.